Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Alors, on commence avec les nouvelles avec Felix Capital qui a levé 600 millions de dollars pour investir justement dans la crypto-monnaie et le Web3. Donc même si nous sommes dans un pseudo-bear market comme tout le monde l'appelle, on continue massivement les investissements. Encore une fois, on a encore d'autres investissements avec des petits montants, je ne les ai pas forcément notés, mais on a notamment Skolem Technology qui est un gestionnaire d'assets institutionnels, donc vraiment il gère les assets pour les institutionnels, qui a levé 20 millions de dollars pour créer une solution justement de gestion des assets institutionnels dans la DeFi, donc dans la finance décentralisée. Ça montre que les institutionnels ont un besoin dessus et que forcément on a des levées de fonds dessus pour pouvoir le gérer. Donc c'est très important et c'est très intéressant de le comprendre que justement, même si on a l'impression qu'on est en train de descendre, la technologie en elle-même et ce qui se passe réellement, même s'il y a une décorrélation entre le marché secondaire et le marché primaire, on a quand même un investissement massif qui est en cours. Investissement massif qui est soutenu aussi par les acteurs tout simplement de l'écosystème, avec Solana par exemple qui a mis notamment 100 millions de dollars en fonds pour supporter les NFT, les blockchain gaming et les DeFi projects, et donc les projets de DeFi en Corée du Sud. Donc Solana essaie de s'intégrer notamment dans la Corée du Sud et renforce la levée de fonds et les financements qui avaient été mis en place par le gouvernement sud-coréen, qui était plus de 100 millions de dollars eux-mêmes. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Alors, on attaque un petit peu plusieurs choses. La première, ça va être une très bonne nouvelle. Ça va être Ethereum Ropsten, qui donc est le testnet d'Ethereum, a terminé son merge. Ça veut dire que le testnet a mergé parfaitement entre le proof of stake et le proof of work. Donc ça y est, Ethereum sur le testnet, attention, sur le testnet, et la version finale d'Ethereum. Donc tout s'est bien passé, il n'y a pas eu un seul accroc. Donc là-dessus, on est bien parti pour avoir le merge final qui devrait normalement arriver, pour rappel, dans les bruits de couloir que l'on a, en août, possiblement aussi en septembre, ça c'est plus moi mon avis, mais voilà, globalement en août on devrait avoir le merge qui s'effectue et donc tout ce qui s'ensuit derrière. Alors, au niveau des nouvelles, on va attaquer quelque chose qui est un petit peu plus tendancieux, c'est qu'on a beaucoup de news, notamment sur Twitter ou sur les différents sites, sur la position du Parlement russe et du gouvernement russe sur les crypto-monnaies. On avait beaucoup d'informations disant qu'il y allait avoir tout simplement une loi qui allait permettre la crypto-monnaie comme étant une forme de paiement. Sauf que, en l'occurrence, on a une contre-indication, une contre-information aujourd'hui qui nous dit que la chambre russe du Parlement a introduit en fait un projet de loi qui justement serait sur le bannissement des crypto-monnaies comme forme de paiement. Donc on a tout et n'importe quoi comme information, donc on va prendre un petit peu de recul et on verra bien justement ce qui se passe. Et moi globalement je pense que tant qu'il n'y aura pas quelque chose de statué, je ne donnerai plus d'informations dessus pour éviter justement de donner des mauvaises informations et surtout renforcer une polémique qui est très forte sur la notion des crypto-monnaies comme étant un asset permettant d'échapper aux justement réglementations et aux embargos qui ont été posés notamment dans la guerre ukraino-russe. Moi personnellement, bon là c'est trop d'informations in et out, donc on laisse tomber, on verra bien justement ce qui se passe par la suite. Alors, on avance justement dans les news avec Edge qui a annoncé notamment qu'ils vont lancer une carte Bitcoin qui n'aura pas besoin justement d'être identifiée pour pouvoir être utilisée. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin d'avoir notamment un KYC pour l'utiliser, et ça va être utilisé ça va être une Mastercard je crois, si je dis pas de bêtises, qui va permettre ça, à voir exactement dans quel cadre, avec quelles limitations et quels frais surtout pour pouvoir gérer ça. Ça va être intéressant de le voir en tout cas dans la mise en place. Au niveau de la réglementation, nous avons New York qui a annoncé qu'ils allaient demander aux stablecoins d'être entièrement backés par un asset différent de l'asset de celui qui produit le stablecoin. Exemple, on va pas prendre l'UST, mais on va prendre quelque chose qui existe encore réellement, qui est l'USDD, donc le stablecoin algorithmique de Tron. Il est backé avec de l'USDT
de l'USD, il est de l'USDT, pardon, excusez-moi, il est backé aussi avec du Bitcoin et du TRX, d'accord? Donc c'est-à-dire la monnaie de Tron, la personne qui sort justement ce token. Alors, du coup, ça ne serait pas possible. Ça veut dire que globalement, il faudrait un ensemble d'autres assets qui ne sont pas liés à l'asset de la personne qui l'a produit, et c'est plutôt bénéfique parce que ça permettrait d'éviter d'avoir justement un cycle infernal comme on a pu le voir avec Luna, parce que tout simplement celui qui produit va avoir un impact négatif sur un dépeg, donc va avoir une perte de confiance, va avoir une perte de valeur de son token natif, donc ça veut dire une perte de valeur de ce qui sert tout simplement à backer l'asset, et donc on se retrouve sur une impossibilité à dépeg. Enfin, repay plutôt. Donc on a vraiment cette idée-là qui est plutôt pas mal, mais qui va vraiment bloquer un petit peu le déploiement de certains assets, mais ce qui est pas plus mal en même temps en y réfléchissant, pour éviter justement de se retrouver encore dans une catastrophe comme on a pu le vivre courant, mais avec Terra Luna. Alors, je voulais terminer ces news par quelque chose d'important. Ça va être aujourd'hui nous avons le discours de Lagarde sur le positionnement de la relevée des taux directeur, très très important, qui est très attendu. Globalement, on devrait avoir une remontée, une annonce de la remontée, une explication de la remontée pour pouvoir endiguer l'augmentation de l'inflation. Donc en Europe, chose qui n'avait pas encore été fait jusque-là et qui est très attendue, notamment par le marché, qui a été pricé principalement par le marché. Et surtout, demain, nous avons notamment les chiffres de l'inflation américaine, d'accord? Ça va être vraiment le gros temps fort. Demain, aujourd'hui, oui, ça peut avoir un impact en fonction de ce qu'il y a, mais je pense que l'impact risque d'être minime. Par contre, demain, avec les chiffres de l'inflation, si on voit justement une diminution de l'avancée de l'inflation, ça veut dire que la relevée des taux fonctionne de la Fed, et donc à ce moment-là, on va avoir un marché des indices qui risque justement de faire un rebond technique fort et de pouvoir repartir à la hausse, parce qu'on aura un début de tendance baissière sur l'inflation. Par contre, derrière, si jamais on a une invalidation de ça avec une réaugmentation légère des taux, là par contre, enfin des taux d'inflation, à ce moment-là, on va se retrouver largement sur un marché action qui va plonger, et si on plonge, la crypto aussi très fortement, avec possiblement 5 à 10%, voilà, qui risque de chuter. Alors, petit mot aussi d'une faille qui a été trouvée sur notamment Osmo. 5 millions de dollars ont été volés, et notamment Osmo a été donc Osmosis, donc sur la blockchain Atom qui est Index, qui avait notamment la volonté de créer une forme de liquidité parfaite, se retrouve à l'arrêt à cause notamment de cette faille. On va attendre un petit peu plus d'informations pour voir ça. Dans tous les cas, on postera des informations sur le Discord. Encore une fois, n'hésitez pas à venir, le Discord est à disposition avec plein d'informations gratuites, avec justement une communauté qui explique un petit peu tout ce qu'ils font, c'est une communauté de passionnés. On partage beaucoup de choses dessus, et notamment en étant sur le Discord, vous avez accès à cryptolist.fr et tous les guides et toutes les vidéos déjà mises à disposition gratuitement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et c'est avec plaisir qu'on vous accueille, bien évidemment. On a terminé la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique maintenant. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, pour la partie technique, nous avons l'habituelle vague 1, vague 2, vague 3, Heliotis terminé en avril, retracement de la 4 en ABC. La B a fait une extension au niveau du nouvel ATH. Nous avons fait notamment une extension au niveau de la C au niveau du dernier plus bas qui a été effectué. Nous avons toujours ce BCARST SO
qui est une réaccumulation de Wyckoff, hop, ici, tac, qui est une réaccumulation de Wyckoff qui est en cours, réaccumulation qui est bullish, d'accord, avec une volonté de remonter, tant que, après, une fois que le saut sera terminé. La question c'est, est-ce qu'on a terminé le saut? C'est la grande question, donc est-ce qu'on a terminé ici cette vague C, cette vague 4, pour pouvoir repartir à la hausse, d'accord? Là, actuellement, on est sur un bon niveau, un niveau de retracement 618 du mouvement total, on est sur une extension 618 d'une vague 5 donc classique, on a retracé une partie du CME, on n'a pas fini le CME, ça aurait été agréable d'aller chercher un peu plus bas, avec une petite extension pour valider le CME, et potentiellement aller chercher ici les 23 000, niveau de l'extension classique d'une extension A par rapport à la B. Donc sur la C, donc ce serait pas mal d'aller chercher un petit peu plus bas, et c'est un petit peu ce qu'on attend d'ordre général. Néanmoins, on ne sera pas surpris d'une reprise haussière, parce que on a atteint quand même beaucoup d'objectifs pour repartir à la hausse. Et derrière, nous avons aussi, bien évidemment, ce gap CME qui a été laissé durant le crash de l'UST à 34-35 000, sur lequel on sait qu'on ira le combler lorsqu'on repartira en bull run. Alors, on va attaquer notamment la partie 1 heure pour regarder quelque chose qui est très important. On va regarder quelque chose qui nous donne en fait pas mal d'informations. La première, c'est que nous avons ici une forme de compression très forte. Hein. Là, ça se voit que le marché attend notamment les nouvelles de demain et d'après-demain. Donc on a vraiment une compression qui est effective. Alors, si on regarde vraiment là, tac, on va retirer la partie pomme qui a été faite notamment par hop, on se met là, et là on voit vraiment justement qu'on a un vrai canal de compression qui risque de durer peut-être un petit peu plus longtemps, donc on risque d'avoir un élargissement bien évidemment du canal, et même si on regarde ici on a quand même une forme de canal qui est en train de se faire aussi, d'accord, donc là on a quand même encore une fois quelque chose qui est en train de se faire très fortement, et qui nous indique que potentiellement on va aller travailler peut-être les zones un peu plus hautes, notamment les zones qui se trouvent ici dans les 31 200. Ça peut être très intéressant d'aller rechecker ça, parce que notamment nous avons un order block qui est très important ici, sur lequel on a quand même un pic de volume fort qui nous dit que globalement on aurait une indication à aller remonter ici, et ensuite potentiellement break à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas ça va dépendre plus ou moins des news fondamentales qui vont tomber sur cette fin de semaine. On voit que le RSI aussi est en courte compression, donc ça veut dire que, et de toute façon même là on regarde au niveau du volume qui est en train de se faire, le volume est très fortement dans cette zone, on est en train de la travailler, et si on regarde hop ce qui est en train de se faire, on voit que le volume majoritairement il est en train de se construire ici. Donc là, on a quand même une forme de volume qui est en train de se faire, donc vraiment principe de compression classique. On a un renforcement des clusters de liquidation qui se trouve au-dessus de ce canal de compression, donc qui se trouve ici, premier cluster, deuxième cluster qui se trouve ici, sur lequel on pourrait avoir des accélérations très fortes. Hein. Si jamais on a une accélération là, on va avoir des clusters de liquidation, donc on risque de pousser fort. Pareil ici, hein, on risque d'avoir une accélération. Néanmoins, on note que toujours majoritairement, les clusters, gros clusters de liquidation sont en dessous des 29 500, voire 28 000, 27 000, et on descend, d'accord, avec plus bas. Ça, c'est vraiment les clusters de liquidation, ça n'a pas bougé, on est toujours majoritairement long en termes de levier, et donc, là, à l'heure actuelle, voilà, toute la partie basse, on sait qu'on a beaucoup d'éléments qui nous indiquent qu'on a de la liquidité à aller chercher sur la partie justement inférieure à ici ce SC, donc 26 000. Donc entre 28 et 26 on en a, mais la majorité se trouve en dessous de 26 jusqu'à 20 000 $, donc on a quand même 6 000 $ de dénivelé sur lequel on a beaucoup de liquidité. Hein, je le rappelle, on est majoritairement long à l'heure actuelle sur le marché. Malgré le fait qu'on parle beaucoup de bear market, on est, je le répète encore une fois, majoritairement long. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend un peu de recul, notamment sur les 30 minutes, on voit que on a le canal de compression que je vous ai présenté la dernière fois, qui est très fort, sur lequel on a encore une fois une nouvelle compression. C'est quelque chose qu'on a vu, notamment durant les derniers mois, qui sont beaucoup faits suite à la chute de janvier, et qui s'est fait par la suite. C'est important de le rappeler, parce que justement, on se retrouve un petit peu dans la même schématique, de difficultés à avoir de la liquidité, difficultés qui entraînent notamment la création de canaux, justement de compression pour pouvoir se faire. Alors si on regarde un petit peu, on voit que justement on a eu cette grande chute, on a des toutes petites bougies qui s'effectuent, pareil ici, d'accord, on voit qu'on a des toutes petites bougies. Et ensuite on a des mouvements qui commencent à se recréer de façon ample pour pouvoir se faire. Néanmoins,
ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on recommence à avoir un petit peu des bougies un peu plus impulsives qui s'effectuent, mais on est encore dans quelque chose qui est peu liquide, voire même beaucoup moins liquide qu'ici. Donc du coup, je pense que les mouvements risquent d'être moins amples et risquent surtout, et ça c'est très important, d'être à l'affût de la recherche de liquidité d'ordre général. D'accord ? Donc ça va être vraiment cette mise en place qui va être importante par la suite. Alors, on continue notre analyse avec notamment l'order flow. Sur l'order flow, ce qui est intéressant de voir, c'est que on est en train de construire globalement des longs, même si on a une diminution des positions, mais majoritairement au niveau des top traders, enfin de la totalité des comptes, pardon, on est sur une augmentation des longues, et sur les top traders, on est sur une diminution des positions effectives, mais on n'a toujours pas de levier qui est en train de se faire, d'accord ? Donc là, on a une schématique qui est retour à la case départ, qui est ici, d'accord ? Classique, temporisation, où on est à 70% de longue. Ici, on est sur des positions qui sont majoritairement à 53-54% en longue. Donc on est sur quelque chose de temporisation. Et ensuite, ce qu'on va chercher et voir, ça va être un premier mouvement qui risque d'être haussier ou baissier, où on va avoir une contraction du cours qui va s'effectuer, et derrière une réaction du volume qui va se faire. Et ensuite, on sera capable de pouvoir déterminer si on va partir à la hausse, à la baisse. Là, on est vraiment dans une contraction, donc on laisse temporiser, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est quand même majoritairement pour un marché, justement, qui est censé descendre, comme on le lit partout, et on voit partout à 20 000, voire 12 000, bon, on est quand même majoritairement en longue. On est dans l'extrême peur, encore une fois, on est à 11 aujourd'hui, mais néanmoins, on est toujours dans l'achat massif, et ça, c'est important de le retenir, parce que on a une divergence réelle entre ce qui est dit, l'image que l'on en a, et ce qui est réellement fait quand on regarde les volumes de trading. Alors, ce qu'on va regarder aussi, ça va être notamment le BTC sur du daily, tout simple, avec Ishimoku. On va voir que majoritairement, on se retrouve sur un Kumo, sur lequel on se rapproche au fur et à mesure, je vous l'avais expliqué, ça c'est qu'on allait tout simplement chercher la résistance du Kumo pour pouvoir après repartir à la baisse ou entraîner un break. D'accord ? Si on retourne à un break, on n'oublie pas que ce qu'on va chercher sur le long terme, c'est les 38 000. Niveau ici de volume très important. Avant la chute, on va combler le gap CME. Et ici, on va combler notamment cet order block sur lequel on pourra avoir une continuité baissière ou tout simplement une reprise avant de repartir là-dessus. On n'oublie pas qu'on est dans une schématique d'accumulation avec un STB qui a été fait. Donc on est quand même plutôt bien si on voulait repartir à la hausse. Néanmoins, on arrive quand même sur une zone de résistance très forte qu'on retrouve notamment un petit peu partout. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du RSI, notamment, nous avons un RSI qui est en train de monter ici, qui est quand même loin du niveau que l'on a eu avant, et il faudrait justement, pour entraîner une baisse, avoir peut-être un RSI un petit peu plus haut, même si on a déjà vu un RSI descendre très très bas, ce n'est pas gênant, mais là en l'occurrence, je trouve que le momentum n'est pas encore suffisamment remonté pour pouvoir entraîner une très très forte baisse, donc là-dessus on va attendre les news fondamentales, notamment qui vont arriver cette semaine, voir un petit peu ce qui se passe, parce que sur les indices c'est pareil, on est en train, si on regarde un petit peu Ishimoku, la résistance très importante qu'on est en train de voir, et sur lequel on arrive sur le Kumo tout simplement, où on va avoir, je pense, des difficultés à passer encore une fois. Donc là-dessus, est-ce qu'on va break le Kumo pour pouvoir repartir à la hausse avec des bonnes nouvelles fondamentales, une continuité de la baisse de l'inflation, un rebond technique qui est en train de se mettre sur les indices pour repartir à la hausse, ou est-ce que globalement on va faire une continuité baissière avec un rebond Kumo? C'est un petit peu la question, et dont la réponse on l'aura tout simplement cette fin de semaine et début de semaine prochaine. Alors au niveau du SP500 c'est pareil, je vous fais assez peu parce que c'est très lié au Nasdaq, avec des niveaux un petit peu similaires pour l'instant. Quand il y aura une décorrélation, je présenterai les deux, pour l'instant c'est pas le cas. On a toujours cette grande résistance qui se trouve à 4100, qui est très importante, sur lequel après derrière on va travailler le Kumo. Et là on est même peut-être un petit peu plus dans la complexité, parce que le delta entre l'endroit où on va arriver au niveau du Kumo et le bas du Kumo, on a quand même un gros delta, d'accord? Par rapport au Nasdaq, c'est beaucoup plus important. Là, on a un tout petit delta. Ici, on a un gros delta pour pouvoir passer en dessous et se faire rejeter. C'est-à-dire que le SP500 risque de se faire rejeter plus violemment, globalement, que le Nasdaq si on est tout simplement trader Ishimoku de base. Après, d'un point de vue purement order flow, on arrivera sur les mêmes ratios à terme. Et dans tous les cas, ce sera une chasse à liquidité basse
donc on ira faire un plus bas, donc on ira pour le SP en dessous des 3800, et pour le Nasdaq, on ira chercher notamment ce cluster de liquidité qui se trouve là, que je vous ai noté depuis très très longtemps, à 11 500, et on n'oublie pas que l'objectif que l'on s'est fixé d'une continuité baissière sur le Nasdaq se trouve notamment à 10 500 sur ici le retracement 618 du mouvement haussier qui s'est effectué ici, et qui est sur le retracement 382 du mouvement total du Nasdaq, sur lequel on aurait en effet, je pense, une très très bonne zone de résistance sur lequel on pourrait repartir à la hausse et se dire qu'en effet on a terminé justement cette crise financière et on repartirait justement à la hausse, peu importe la notion que l'on retrouve d'hyperinflation, parce qu'on aura une diminution globalement de l'expansion de l'inflation. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.